Bonjour à tous. Alors je me présente, je ne sais pas si ça me Émilie Chamagne, donc je suis psychologue du sport, j'ai une formation en préparation mentale. Ça fait maintenant assez longtemps que je travaille avec la direction régionale jeunesse et sport dans les différents pôles espoir et pôle France ici sur la région lyonnaise, et en particulier avec les pôles volets masculin et féminin ici sur Lyon. Enfin, maintenant j'ai arrêté avec eux depuis l'année dernière. Pour aujourd'hui, je travaille avec les pôles France futsal et course d'orientation, l'équipe paralympique d'Aviron, et on met en place un gros projet à l'OL Académie concernant l'accompagnement des parents dans le dispositif. Oui, c'est un gros boulot. Et en plus, on est en train de le faire valider scientifiquement pour avoir des données sur comment accompagne-t-on donc les parents à accompagner le potentiel de leurs enfants et pas à écraser le potentiel. Voilà, dans le cadre ici, alors moi du coup je viens de lire le libellé de mon intervention. Ça correspond pas tout à fait à ce dont on avait discuté. Je ne sais pas où Fabien, mais... C'est pareil. Il n'a pas su. Voilà, alors, mais ceci dit, ça va aller dans la continuité de ce que faisait la personne juste avant, puisqu'on va faire, on va dire, un petit point extrêmement précis sur ce que peut être la préparation mentale sur un cas concret. Voilà. Et puis on va faire peut-être un petit exercice, je vais vous montrer 2-3 choses, comment ça se passe. Donc ici, je te parle en tant que psychologue du sport. D'ailleurs, vous avez eu une collègue hier, psychologue du sport. Oui, oui. Ouais, vous n'avez pas bien compris ce que c'est la différence entre psycho et... Alors, interrogation orale, là. Bon, les anglo-saxons, ils se prennent pas la tête comme nous. En fait, ils disent qu'on optimise la performance. Après, il y a des formations différentes. La préparation mentale s'occupe essentiellement, en fait, de la question de la performance et du terrain. Et le psychologue du sport aussi, en soi, mais avec peut-être un prisme encore plus large, sachant que par exemple le travail essentiel qu'on fait dans les pôles est plutôt un travail de prévention santé pour les jeunes sportifs de haut niveau, qui sont quand même une population cible, en tout cas ciblée définie par l'ARS, l'Agence régionale de santé, comme étant une population sensible. Voilà. Donc en fait, on met plutôt en place des programmes de prévention santé, conduite à risque, prévention du dopage et du conduite dopante. Dans ce cadre-là, on met aussi la question du lien aux parents, les violences dans le sport, les violences sexuelles et ainsi de suite. Tout ça, c'est des questions en fait qu'on aborde en particulier dans les structures de haut niveau. Mais en fait, c'est valable pour évidemment tous les adolescents qui sont engagés dans la compétition. Voilà, donc là, je ne vais pas parler de ça en fait. Le psychologue du sport et le préparateur mental, ils ont des missions un tout petit peu différentes. La psychologie du sport s'adresse à l'individu dans son entier, vise l'équilibre et le bien-être, du bien-être et de la performance. Parce que si on ne les forme pas à réfléchir, si on ne les forme pas à être bien dans leur basket, ça va être compliqué après en fait d'aller les bousculer, d'aller trouver chez eux en fait ce qui va faire en fait la performance. Voilà, et pour ça, du coup, le psychologue, lui, il a l'écoute clinique, l'approche systémique, c'est-à-dire que du coup, on va travailler avec l'ensemble de la structure, avec l'ensemble de l'équipe, et puis on va essayer de mettre aussi à jour peut-être les dysfonctionnements, équipe, club, on va essayer de chercher en fait comment on peut être performant tous ensemble. Il n'y a pas de raison à ce qu'on demande à être performant à juste le joueur. Si on n'est pas une équipe performante, ça va être compliqué, en tout cas dissonant par rapport au ce que je disais tout à l'heure. Tout ça a du sens. Voilà. Donc on questionne aussi donc, les staffs, les équipes. Évidemment, les techniques de communication du psychologue avec différents supports. On utilise pas mal de supports de médiation. Il y a quelqu'un qui disait comment on fait tout ça, les entretiens individuels, de groupe, tout ça. Quelqu'un qui ne parle pas. Bah oui, quelqu'un qui ne parle pas, à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'il s'exprime autrement. Donc en fait, on va lui proposer peut-être d'autres outils, d'autres supports en fait, pour que ça aille mieux. Les travails sur les représentations, c'est-à-dire que du coup, en tant que psychologue, on va beaucoup travailler sur les croyances. Est-ce que je crois
à mon potentiel? Est-ce que je crois que je suis capable d'utiliser mon potentiel? Est-ce que le groupe pense que je suis capable d'utiliser mon potentiel? Et tout ça, en fait, ça se décrypte, en fait, dans le discours, qui est quand même la base de voilà, c'est notre matière. Notre matière créative, c'est le discours pour les psychologues du sport, beaucoup aussi pour les préparateurs mentaux. Et la préparation mentale, elle s'adresse uniquement aux habiletés mentales qui ont trait à la performance. Donc on pourrait dire qu'il y aurait déjà, si on fait déjà une préparation psychologique, c'est-à-dire si on s'assure que le terrain est plutôt stable, après, ce qu'on met en place en préparation mentale, c'est tellement percutant que ça vaut vraiment le coup qui est la première étape. Et du coup, là, on va pouvoir s'attaquer directement à la performance. S'il y a des problématiques personnelles, en fait, qui traînent derrière, c'est très difficile de faire la part des choses entre ce qu'on vit dans sa vie, en particulier quand on est, je sais pas, ado, jeune adulte, et ce qu'on vit sur le terrain. En général, viennent sa journée sur le terrain, des choses qu'on a aussi vécues dans la vie. Il n'y a pas de raison à ce que les émotions, en fait, fassent un mur de Berlin comme ça. Quelques outils, alors les outils de la prépa mentale, il y en a vraiment énormément, puis qui se développent de jour en jour, donc je ne suis même pas sûre d'être au courant des dernières avancées. L'imagerie mentale, la capacité à s'imaginer en fait une séquence, voilà, c'est de trait à la psychomotricité, avec, voilà, il y a des règles, on verra tout à l'heure, différentes règles pour que ce soit efficace. Les techniques de respiration et de pleine conscience. Donc voilà, moi je suis formée essentiellement imagerie mentale et mindfulness, pleine conscience. Ça, c'est la capacité à être au moment présent et pas être tout le temps à projeter qu'est-ce qui va se passer après ou à l'échec qui a été vécu juste avant. C'est toujours un petit peu compliqué quand on vient de rater un service, par exemple. Comment on fait pour que le prochain il soit, voilà, il soit pas empreint, on va dire, de l'expérience précédente. La fixation d'objectifs, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a des techniques en fait pour fixer des objectifs qui soient efficaces et partagés, si c'est un groupe. Et ce qui est technique, c'est cohésion de groupe. Voilà, alors il y a plein d'autres choses. Mais voilà, donc pour la préparation mentale. Alors du coup, moi j'ai choisi de vous parler d'un cas concret, d'une chose très précise. Voilà. Voilà. Bon, parce que c'est des demandes qui m'arrivent souvent. Donc j'ai aussi un cabinet où je reçois tous les sportifs, les entraîneurs et les parents qui ont des questionnements, qui veulent progresser en fait dans leur posture. Et il y a beaucoup de demandes qui arrivent après des mois et des mois de souffrance parce que on a buté en fait sur une difficulté, une question, et avec des habitudes d'échec en fait qui se sont ancrées comme ça. Et donc la question c'est comment on fait. Donc tout le monde est au bout, le joueur, la joueuse, l'entraîneur, sait plus comment faire. Quand c'est des jeunes, les parents même disent mais bon, au point où on en est, tellement de souffrance, voilà, on voudrait un petit peu plus de plaisir. Et alors du coup le joueur, la joueuse vient au cabinet, s'exprime. Voilà, et dit, moi en fait j'ai un blocage, il y a quelque chose en fait que je savais faire avant, que je ne sais plus faire, et puis plus ça vient, en fait plus du coup le joueur se crispe autour de la difficulté et de la contre-performance. Voilà, alors moi je pose des questions, c'est-à-dire, oui, une fois qu'on a dit ça, est-ce que tu peux préciser dans quel contexte exactement? Et le but du jeu, c'est encore une fois la parole, l'expression. Je lui demande de s'exprimer autour du contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui... ça arrive dans quel contexte, après quelle difficulté, ou après quel mot qu'elle se dit, en fait, ou il, enfin, oui, j'ai choisi une joueuse. Elle dit l'entraînement ça va, mais en compétition, alors pas du tout, c'est pire que tout, en fait, je peux plus le faire, et puis de toute façon, j'ai tout essayé, ça fonctionne plus, c'est infernal. Alors moi je lui dis non, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu peux me raconter dans le détail? Ouais, je serre et puis ça va dans le filet. Non, dis-moi en fait dans le détail, c'est-à-dire voilà, quand tu serres, tu fais comment exactement? Qu'est-ce que c'est ton service à toi? Définis un petit peu, toi, comment tu as appris à faire un service et puis surtout quel type de service tu as toi.
et ainsi de suite. Donc je lui demande un petit peu plus de détails, on leur demande rarement parce que en général on leur dit comment il faut faire, on leur demande pas comment ils font. Et elle dit, bah, je fais toujours en fait les mêmes erreurs, à chaque fois je fais comme ça, à l'entraînement ça passe, et puis à la compétition, enfin pardon, en match ça passe pas du tout. Et à chaque fois, je répète la même chose, pourtant je me dis, donc je lui dis, qu'est-ce que tu dis dans ta tête quand tu as raté une première fois? Et elle me répond, bah, je me dis, il ne faut pas que je rate la prochaine, vu que j'ai raté la précédente, il ne faut pas que je rate la prochaine. J'ai dit, ok, mais alors du coup, tu dis à ton cerveau, en tout cas, il formule le fait que ce qu'il ne faut pas faire, et pas ce qu'il faut faire. Tu dis, il ne faut pas que je rate. Voilà. Donc on va faire un premier exercice tous ensemble, là, vous êtes prêts? Oui, c'est ça. Alors écoutez bien, ne pensez pas à un chien. Voilà, bon ça c'est réglé. Donc on pense, pourquoi on pense à un chien? Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont pensé à un chat, non? Ouais. Pourquoi vous avez pensé à un chat? C'est parce que c'est la représentation la plus proche du chien. Donc votre cerveau va d'abord traiter chien et ensuite chat. C'est-à-dire que c'est une question de traitement de l'information. C'est-à-dire que dans un premier lieu, dans l'information qui va être donnée à votre cerveau, il va traiter la sémantique, le sens, et pas la grammaire. Voilà. Et plus on monte en stress, et plus on traite juste la sémantique. Donc tous les nœuds pas, voilà, première leçon de préparation mentale, tous les nœuds pas ne sont pas très efficaces, puisqu'ils indiquent d'abord le cerveau va d'abord devoir visiter la représentation de ce qu'il ne faut pas, puis faire l'effort d'aller chercher la représentation de ce qu'il faut faire, sachant qu'on ne l'a même pas dit, on ne l'a pas signifié. D'accord? Donc on finit par se dire, voilà, ici on va avoir deux soucis. D'une part, la question de la gestion du stress, et d'autre part, la question de la gestion du dialogue interne. Ce serait, on va dire, deux débuts d'axes de réflexion sur la préparation mentale. Alors du coup, je vais vous expliquer de façon extrêmement imagée et simple, parce qu'en fait, finalement, la psychologie du sport, moi je trouve en tout cas, c'est beaucoup plus efficace si on vulgarise, si on rend les choses accessibles, si on fait comprendre à l'athlète comment il fonctionne. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est à lui de penser. C'est à lui, plus il sera en fait dans la co-construction également de ses habiletés mentales, et plus en fait il sera habile à avoir une action dessus. Alors je vais vous raconter une petite histoire. En fait, le mécanisme de stress, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très important puisqu'il nous a valu quand même la survie de l'espèce humaine. Heureusement, en fait, il était là, c'est-à-dire cette alarme, danger, en fait, qu'on a dans le cerveau. D'accord? Bon alors, imaginez, l'homme de Cro-Magnon se balade avec son pote, homme de Cro-Magnon, dans la savane. Ils ne connaissent pas encore tous les dangers de la savane, donc ils sont tranquilles. Vient à passer un mammouth. Le mammouth, pas méchant, pas féroce, mais il trace sa route, il ne s'arrête pas et il écrabouille le pote de l'homme de Cro-Magnon. Que se passe-t-il dans la tête de l'homme de Cro-Magnon? Clic, il branche ses deux neurones, mammouth égale danger. Il a appris le danger une première fois. Deuxième jour, l'homme de Cro-Magnon se balade donc tout seul dans la savane. Que voit-il à l'horizon? Un mammouth. Un seul, ça sera très bien. À l'horizon, il voit un mammouth. Que se passe-t-il dans sa tête? Clic, mammouth égale danger. D'accord? Face au mammouth, il n'a que deux possibilités. Lesquelles? Fuir ou attaquer. On est d'accord. On est d'accord que finalement, dans les deux cas, il va falloir qu'il bouge. D'accord? Qu'il bouge. Ou il attaque, ou il s'enfuit. Bon. Comme le mammouth est à l'horizon et qu'il a quand même bien vu que c'était, voilà, il fallait pas trop s'y frotter, il est quand même un petit peu malin, il choisit la fuite. À côté de lui, là, il y a un petit arbuste et juste de l'autre côté, une petite grotte. Il choisit quoi? Grotte. Il choisit la grotte et cette fois-ci, pour le coup, en fait, il est sauvé. Que s'est-il passé? Pour bouger, son cœur s'est accéléré pour envoyer l'oxygène vers les muscles, pour bouger, et il a pris la fuite
il est sauvé. D'accord? Troisième et dernier jour. Cette fois-ci, il n'a pas entendu venir. Le mammouth est là, énorme, à côté de lui. Que se passe-t-il dans sa tête? Toujours la même chose. Il y a le danger. Égale danger. Et cette fois-ci, mammouth égale gros danger. Donc, augmentation du rythme cardiaque, pour envoyer l'oxygène vers les muscles, arrivent de nouvelles hormones, comme l'adrénaline, voilà, cortisol, voilà, différentes hormones, qui vont venir précontracter tous les petits muscles internes dans l'attente en fait d'une réponse. Là, pour le coup, comme le danger est énorme, le mécanisme de réflexe va se mettre en route, et le mécanisme de réflexion, lui, il s'arrête par principe. Quand on est dans le réflexe, on n'est pas dans la réflexion. On est dans l'instinct, voilà, on n'est pas dans la réflexion. Pof, que fait l'homme de Cro-Magnon? Il saute. Il va dans la grotte. Comment? Il va dans la grotte, puisqu'il la veille, il est allé. Et ouais, sauf que là, il est plus près. Sauf que là, il est plus près de l'arbuste. Il saute dans l'arbuste. Mauvais réflexe. Bah oui, quand on est dans un stress très important, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. D'accord. Bon. Tant pis pour lui. Donc il est mort, donc il n'y a plus. On est encore là, c'est un peu ce qu'il dit, Magnon est mort. Alors, bon, aujourd'hui, on n'est plus, enfin très rarement en situation de survie. Ça ne nous arrive plus vraiment. On n'a plus besoin. L'espèce humaine, nous, voilà, le mammouth, ouais, bon, faut traverser la rue, il faut prendre l'autoroute dans le bon sens, enfin, voilà. Mais par contre, on a tous en nous notre petit troupeau de mammouth. C'est-à-dire, on a tous l'alarme danger, en fait, qui se déclenche, et chez chacun d'entre nous de façon différente. Par exemple, face à un public, il y en a pour qui ça va représenter un mammouth énorme, et comme ils seront dans un mécanisme de réflexe, ils vont perdre la réflexion, donc peut-être n'auront plus accès à toutes les informations qu'ils connaissent tout le temps. C'est l'effet de la feuille blanche, un examen important par exemple. Là, le corps et l'esprit et l'appareil psychique disent il faut partir, il faut fuir, il faut attaquer, on ne peut pas, il faut qu'on reste là. Et plus en fait on reste dans la situation sans bouger, plus l'appareil psychique dit mais attends, il faut que tu te sauves, puisque lui son boulot c'est de vous protéger contre le trauma. Voilà, le trauma, le danger. Bref, on aurait du coup chacun notre petit troupeau de mammouth dans la tête, on n'est pas égaux face au stress et face aux facteurs de stress. Imaginons du coup ici le niveau d'activation. Alors le niveau d'activation, vous savez, c'est le niveau d'activation autant physiologique que psychologique, parce que pour trouver une solution rapide, il va falloir en fait que notre cognition, les branchements, hein, c'est des ions positifs et négatifs, hein, c'est électrique et chimique hein, dans le cerveau. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il y ait du branchement et rapide. Donc plus on monte, plus le niveau d'activation augmente. Voilà, et puis là c'est la ligne du temps. Et on pourrait imaginer en fait, on a des petits mammouths quotidiens. Alors qu'est-ce que ce serait les petits mammouths quotidiens? Ce qui fait un peu monter notre activation et puis qui redescend une fois que l'expérience est passée. Ce serait quoi? La peur d'arriver en retard. Ouais, voilà. Alors la peur d'arriver en retard, ça c'est vraiment très personnel. Il y a des gens pour qui ça fait pas peur du tout. Voilà. Et puis du coup, il y a des gens pour qui ça va être vraiment une question extrêmement importante et qui arriveront de toute façon en avance à chaque fois. Une forme de colère, ce serait déjà une forme d'attaque. Hein. Du coup, des fois, on aurait envie de répondre tout de suite en attaquant, mais on respire un bon coup, puis on se dit tiens, j'y répondrai plus tard dans la journée, et du coup, on attaque de façon plus avisée. Voilà. Et le mammouth, du coup, c'est pas la chose en question, c'est-à-dire c'est pas le retard, c'est la représentation que j'ai en fait du retard. C'est pas le mail, le mammouth, c'est la représentation que je me fais du mail, puisque la personne d'à côté va pas forcément le percevoir en fait de la même manière. Donc c'est là qu'on commence à partir sur le domaine des croyances. C'est pas le danger, il n'est pas réel, il est de l'ordre des représentations, d'accord? Comme le service, hein, c'est pas un danger en soi, c'est un fait. Et après, c'est la représentation qu'on s'en fait qui va enfler en fait le mammouth et nous mettre dans un état plus ou moins élevé d'activation. Donc on pourrait imaginer qu'il y a les petits mammouths. Les moyens mammouths, alors c'est celui qu'on voit à l'horizon, vous savez,
c'est celui qui est dans un niveau d'activation plutôt idéal, puisqu'il nous laisse le temps, enfin laisse le temps en tout cas, il nous permet de réfléchir et de nous dire j'ai les moyens de répondre à cette situation de danger. Voilà, ce serait plutôt le niveau d'activation, le stress entre guillemets, qui serait l'ordre du challenge et de la réflexion qui est le recherché en fait dans l'univers du sport et de la compétition. D'accord? On pourrait dire ici qu'à la lumière, il y a la sensation de flow, F-L-O-W. Vous connaissez? Ouais, c'est la sensation en fait d'être dans un niveau de performance optimal. Voilà, quelque chose, il y a des marathoniens qui racontent que des fois ils se voient un peu sortir de leur corps comme ça, ils ont plus mal nulle part, hein, ils avancent et c'est quelque chose qui est fluide, qui est ou dans un match, hein, c'est ces moments où en fait on trouve toutes les réponses, où tout s'enchaîne, où tout est évident en fait dans la façon voilà, de vivre la performance. Ce serait là. Et puis imaginons du coup, je rate, je sais pas, un truc une fois, un autre service 2 fois, et là, Dans le flou. je peux passer dans le flou, mais F-L-O-U, elle est bonne celle-là, je vais la ressortir. Thierry, sortez joueur. Voilà. Et là, du coup, l'appareil psychique prend moins en compte les solutions qui ont été longuement travaillées ces derniers temps, mais va plutôt se replier en fait sur une forme de réflexe, voilà, avec autant de contraction en fait dans la tête que dans le corps. Et évidemment, du coup, si j'ai envoyé du cortisol dans mon corps qui a contracté les muscles parce qu'il faut fuir ou attaquer, c'est sûr que mon geste il n'a plus du tout la même tête à ce moment-là. C'est plus du tout en fait la même décontraction dans la performance. Donc voilà comment on pourrait expliquer, on va dire, les niveaux de stress de façon simple. Évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais déjà ça suffit parce qu'on peut se dire que finalement, pour gérer le stress, il y aurait 2 entrées. L'entrée mammouth, c'est-à-dire mes représentations. Du coup, comment je peux travailler ma représentation du problème, de la difficulté. Et l'entrée, en fait, activation. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir un niveau d'activation, en fait, intermédiaire, à ce moment-là, je retrouve tout mon potentiel, en fait, de pensée, de réflexion, de faire face à la situation. D'accord? Alors imaginons que là, pendant que je vous parle, en fait, j'espère qu'il y a pas mal de zones de votre cerveau qui s'activent. Hein. Alors, on n'est pas dans la... Ça s'éclaire pas, hein, mais ça s'active. Ça s'active et selon ce que je vais vous dire, voilà, polochon, repas, on va activer des représentations très différentes. Mais, quoi qu'il arrive, ce que je dis, vous êtes obligé de le traiter. Voilà. Là, on pourrait dire que cette personne, imaginons, là, c'est le lobe moteur, à l'arrière de la tête, c'est quelqu'un qui, ou alors, elle bouge, c'est quelqu'un qui est en train de faire un mouvement, ou alors elle pense qu'elle bouge. Et ça, c'est très important pour l'imagerie mentale, c'est-à-dire que ça active les mêmes zones, d'une façon un peu différente, mais en tout cas ça active les mêmes zones cognitives. D'accord? Alors pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça, je vous ai fait un petit parallèle entre le réseau internet. Alors ça c'est une bulle de filtre. Vous voyez ce que c'est une bulle de filtre? Pas du tout. Alors c'est notre Google Identité. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une recherche sur Google? Qu'est-ce que vous rentrez dans la barre? De la sémantique, du sens des mots, en fait, exactement comme notre cerveau. Vous rentrez des mots. Et plus vous rentrez des mots, tiens d'ailleurs, essayez de taper « je ne veux pas d'image de chien » dans Google. Ah bah ouais, tu vois, c'est la même chose. Donc, il y aura des chats. Il y aura des chats, non, il n'y aura pas de chats. Eh ouais, mais la machine est quand même un petit peu moins, heureusement, moins élaborée que notre cerveau. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez, dans la barre Google, plus on rentre une thématique, donc plus voilà, moi, psychologie du sport, j'ai peut-être rentré plus souvent dans la barre que vous, et du coup, on n'aura pas le même déroulé en dessous.
Et on va même avoir un flux d'informations plus important. Imaginez ne serait-ce que si vous achetez, j'en sais rien, des baskets sur Internet, vous pouvez être sûr que pendant 2 semaines après, dans le bandeau à droite, qu'est-ce qui va arriver? Voilà, baskets, les mêmes, voire moins chères peut-être. Et du coup, ça crée une sorte d'autoroute de l'information. Vous voyez, un flux d'informations plus important. Le cerveau, c'est pareil. Plus je pense à quelque chose, et plus physiologiquement, hein, les neurones, je ne vais pas vous faire, je suis très gestuelle, ça m'embête de porter l'écran. Vous voyez, ça c'est les synapses. Les neurones, c'est les synapses. Là, c'est l'arrivée électrique. D'accord? Ici, il y a un échange chimique entre les deux. Il va, là, 4 encoches, il va envoyer en fait un signal 4 encoches. En face, ça s'adapte et ça repart en signal électrique. Si j'envoie beaucoup de signaux électriques, ici, il envoie, en fait, il va développer, il va grossir physiquement, il va développer plus d'encoches pour envoyer plus d'informations de l'autre côté, qui va s'adapter aussi, ainsi de suite. Ce qui fait que ça va produire des sortes d'autoroutes de l'information comme ça. C'est comme ça qu'on crée les habitudes, hein, les automatismes, et ainsi de suite. En ce qui concerne, du coup, si on en revient à notre jeune fille, qui a du mal voilà, à servir, imaginons que du coup, elle a créé quand même des sacrées autoroutes de l'information à propos d'un mot, par exemple, il ne faut pas que je rate. Bon, déjà, j'ai raté. Du coup, ça active la représentation ratée. Et donc, le cerveau dit, envoyez donc l'information sur raté. Ah oui, on sait comment faire, il suffit de se contracter. Et c'est bon. Voilà. Alors ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on sait que si on décide de créer des autoroutes à côté, c'est-à-dire si on décide de créer des habitudes de pensée, si on décide d'ancrer des mots clés qui vont m'aider en fait en psychomotricité, parce qu'il va falloir détendre un petit peu tout ça, il va falloir faire en sorte en fait que le cortisol n'arrive pas trop, l'adrénaline mais dans une certaine mesure, mais tout ça en fait, si je décide de le travailler, d'abord à l'entraînement évidemment, eh ben, je risque de créer une autre autoroute juste à côté. Alors évidemment, il y a aussi toutes les croyances qu'il y a en dessous. Je vais parallèlement travailler le mammouth. Et comment ça se fait que c'est que cette année en fait que je rate des services alors que ça fait longtemps que en fait je sais très bien faire. Pourquoi j'en reviens là, tout ça. Donc ça c'est la mammouth, les croyances. Ah bah oui, mais comme je passe un stade supérieur, en même temps, c'est arrivé déjà ici d'ailleurs. Bon ben là on me demande de décider pour les études, le volet, c'est compliqué comme décision à prendre. Puis finalement l'inconscient prend la décision. Non mais ça va, c'est les études quoi. Et blanc, je rate. Enfin, voilà, ça c'est très schématique, mais il y a quelque chose comme ça qui s'appelle, voilà, du coup, la psychomotricité, c'est toutes les croyances qu'on a au fond et qui viennent agir, en fait, sur le comportement. Donc voilà, voilà à peu près comment ça marche. Il faut savoir que plus je monte en stress, plus mon cerveau, il fait des coupes franches dans le traitement de l'information. Il ne va pas se préoccuper des petits cheminonnets que j'ai pris il n'y a pas longtemps pour apprendre, ce que j'ai appris dernièrement en fait, qui a créé des nouvelles connexions. Plus je monte en stress, moi je vais utiliser ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, et plus je vais tomber dans mes vieux réflexes. Ça se trouve des trucs de quand j'étais petit. Voilà. Donc plus je monte en stress, plus je tombe dans les autoroutes de l'information. D'accord ? Ce qui est sûr et certain, c'est que vous aurez beau dire avec vos mots de coach ce qu'il faut faire, on est d'accord qu'en fait c'est les représentations de l'athlète qui vont nous indiquer comment il faut arriver à l'aiguiller. Donc moi d'ailleurs, qui suis pas issu de pas mal de disciplines desquelles je fais la prépa mentale, et c'est tant mieux, je leur demande en fait quels mots ils mettent sur un service réussi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors du coup je leur demande de se lever aussi parce qu'il y a le côté kinesthésique aussi qui est important. Je leur demande, mais est-ce que tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec le basket aussi, par exemple, la question de l'angle du coude, voilà, toute la gestuelle en fait dans la finesse. On revoit ça, on révise, parce que finalement, de temps en temps, on a oublié de refaire des connexions avec les choses qui sont claires, nettes et précises du début. Le service, c'est pareil, du coup, c'est à quel moment, comment, pourquoi, dans quelle direction, qu'est-ce que tu fais exactement, et ainsi de suite. Donc on revoit un petit peu quels mots
l'athlète, lui, mais par exemple au tennis, il y en a qui disent, enfin, il y en a qui m'a dit un jour, moi, il faut que j'ai l'impression qu'il y a un tube devant moi et que ma balle, en fait, aille droit dans le tube. C'est vrai que quand on se l'imagine, on se dit, d'ailleurs j'ai essayé moi après, c'est vrai, c'est plus simple. Voilà, il faut avoir des représentations, mais les représentations ne peuvent venir que de la personne qui les a inventées, créées. Parce que ça vient déjà de quelque chose qu'il possède.